Essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Christopher Dembicq, vous êtes économiste à Saxo Bank. Bonsoir. Et selon vous, Christopher Dembicq, l'État se rêve en État stratège, mais il n'est en fait qu'un État pompier, c'est-à-dire qu'il ne sait réagir que dans l'urgence et surtout qu'il s'avère incapable de prévoir les changements économiques et technologiques à long terme. On va y venir dans un instant. À vos côtés, Anna Créti, bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Et vous êtes également italienne, il faut le préciser dans le cadre de ce dossier STX. Et selon vous, Anna Créti, l'État doit se limiter à un rôle de surveillance dans la politique industrielle. Et vous ne comprenez pas justement au fond quelles sont les raisons de la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire qui a été décrétée par le gouvernement français. On va y venir dans un instant. Et à vos côtés, Thomas Porcher, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur associé à la Paris School of Business. Et vous êtes le co-auteur avec Frédéric Farah d'un livre qui s'intitule « Introduction inquiète ». Vous êtes inquiet. Introduction inquiète à la Macron-économie, paru aux éditions Les Petits Matins. Et selon vous, Thomas Porcher, l'État français est de fait, dites-vous, devenu un État pantouflard qui manque de vision à long terme. À vos yeux, l'État doit intervenir quand les choses sont inquiétantes, ne vont pas, en particulier pour sécuriser les emplois, ce qui est à vos yeux la priorité. Tout de suite, pour entrer dans ce débat, je me tourne vers vous, Caroline, et une question, donc évidemment, en 28 secondes. Oui, mais comme elle est très courte ce soir, je vais la contextualiser. C'est une question d'un internaute posée par un internaute, exactement, sur notre réseau, @28 minutes. Cette question, la voici, je vous la pose à vous, sans doute, Christopher Dembicq. Emmanuel Macron trahit-il l'Europe en choisissant la nationalisation? Non, pas du tout. En fait, il faut avoir une vision assez pragmatique des choses et je pense que c'est cette vision qu'avait justement Emmanuel Macron à cet égard. Il était non seulement dans la volonté, bien sûr, de préserver des emplois, mais on va dire que c'est plutôt l'excuse de court terme. La vraie logique derrière cela, c'était d'éviter un transfert technologique à la Chine. Parce qu'il faut rappeler que le partenaire italien, en l'occurrence, a une alliance depuis 2016, exactement depuis un an, avec la Chine, qui entraîne donc un consortium commun chinois et italien, ce qui aurait eu un impact, bien évidemment, sur STX, parce que STX, bien sûr, ça fabrique des bateaux de luxe, mais également, on est sur des frégates militaires. Donc, il y a cet aspect qui est très sensible, et on le voit, finalement, Emmanuel Macron propose une autre stratégie, donc ça paraît assez cohérent. Anna Créti, c'est une décision qui va contre l'Europe, celle de Emmanuel Macron. Vous ne comprenez pas, vous, pourquoi est-ce que l'État a décidé de nationaliser STX? Je me rallie à mes collègues italiens qui parlent de gifle, de effectivement patriotisme économique ou colonialisme économique. Fincantieri est un des fleurons de l'industrie navale italienne, très solide du point de vue économique et financier, avec un carnet de commandes qui prévoit du travail jusqu'à 2050, 7000 bateaux à leur actif. Donc je veux bien effectivement la Chine, mais... C'est un acheteur crédible, c'était pas le faux nez de la Chine pour vous. Non, en plus c'était les seuls qui s'étaient présentés pour, à l'achat, donc pour sauver STX et par conséquent aussi les chantiers de Saint-Nazaire. Ces dernières années, la France a racheté, des entreprises françaises ont racheté beaucoup d'entreprises italiennes. Oui, c'est aussi ça qui est troublant. On a toujours ces problèmes de manque de réciprocité dans les affaires économiques. La liste est longue. Hein. La famille Agnelli contre Perrier. Télécom italien qui était oui, donc qui voulait acheter Perrier, donc qui n'a pas pu, avec un peu de méfiance, un peu du même style, ou Enel avec GDF. Donc c'est vrai que on constitue un peu, voilà, c'est cette barrière de méfiance qui va contre l'Europe. Alors cette nationalisation temporaire, donc des chantiers navals, c'est une participation de plus que prend l'État français, mais c'est loin d'être la seule, Guillaume Roquette. Et c'est votre chiffre du jour. Et oui, le chiffre du jour, c'est 1817. C'est le nombre de participations qu'a l'État dans des entreprises, dans des secteurs et dans des tailles très diverses. Alors Thomas Porcher, je crois que cette nationalisation d'STX, ça représente 80 millions d'euros. C'est une goutte d'eau dans la baignoire des participations françaises. Pourquoi est-ce que ça fait tant de bruit? Je pense que ça fait du bruit parce qu'il n'y avait pas de risque sur l'emploi là. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, il n'y avait pas de risque de fermeture, le carnet de commandes est plein, ça se passait bien. Et là, patriotisme économique? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les termes du contrat ne convenaient pas au gouvernement Emmanuel Macron. Il voulait qu'il y ait une participation majoritaire de l'État français. Les Italiens ne voulaient pas ça, ils allaient être majoritaires. Fincantieri plus la fondation italienne les faisait dépasser 50%, ça ne convenait pas, donc ils gèlent. Ça ne convenait pas, pourquoi? Pour des raisons politiques. Et pour des raisons politiques, bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on se rend compte que finalement, en politique, quand on veut, on peut. Monsieur Montebourg, il voulait nationaliser le site de Florange.
À l'époque, Jean-Marc Ayrault lui avait dit c'est pas possible pour des raisons juridiques. Voilà, on se rend compte que ça devient possible, il y a le droit de préemption. Quand on veut, finalement, on peut. Et Emmanuel Macron, il trahit certes l'Europe, parce que l'Europe est plutôt libérale, le marché unique, etc. Mais il trahit surtout ce qu'il a dit pendant la campagne. Parce que pendant la campagne, il a bien dit que l'autre politique était un mirage. Dixit, la politique de ce type-là, interventionniste. Il a dit, quand il a quitté le ministère, que l'économie devait seulement permettre de fixer le cadre. Et même dans le débat avec Marine Le Pen, il avait dit « Marine Le Pen, vous proposez une nationalisation de Whirlpool, c'est à se tenir les côtes ». C'est ce qu'il avait dit exactement. Et là, aujourd'hui, il nationalise un site… Temporairement. Temporairement, bien sûr. Mais Il le dit beaucoup, oui, c'est temporaire. Temporairement, mais Temporairement quand même, et sans jamais utiliser le mot nationalisation. Voilà, mais c'est une nationalisation de fait. Et donc, moi, je finirai juste là-dessus. C'est que là-dessus, Emmanuel Macron, on voit que c'est un pragmatique. Il sait très bien que malgré tout ce que l'on dit, le marché unique, la concurrence pure et parfaite, que le capital a une nationalité. Et que même si l'Italie, c'est un partenaire, demain, si vous êtes dans un cycle conjoncturel mauvais, comme ça a été le cas pour les chantiers navals il y a quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Les Italiens vont probablement privilégier l'emploi italien plutôt que l'emploi français. Et donc, c'est ça. Là, il fait de la politique, ce que vous voulez dire. Là, il fait de la politique. Guillaume. Christophe Damé, Oui, tout est pourquoi est-ce qu'on reste dans cette logique nationale, dans le cas des chantiers navals, qu'on a par exemple dépassé pour Airbus? Parce que Airbus, plus personne ne se demande si c'est français ou si c'est allemand ou si c'est italien. Parce qu'il y avait, je pense, indéniablement l'aspect chinois qui a joué. Ça peut être aussi une excuse politique pour essayer de faire avancer d'autres arguments et notamment créer, on le voit finalement dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a la volonté de créer une Europe de la défense. Donc ça va être extrêmement compliqué, notamment avec l'Allemagne, parce qu'on voit que les Allemands ne sont pas très tentés et les élections allemandes vont certainement pas favoriser ce scénario-là. Mais très clairement, en tout cas, je pense que c'est un bon moyen de politique. C'est un levier économique qui permet d'aboutir à des conséquences politiques. Et Anna Crétier, est-ce que c'est une remise en cause aussi d'une certaine conception du libre-échange, de ce qu'on peut appeler aussi la mondialisation heureuse, cette décision, et que ça se traduit donc par une nationalisation, même temporaire, qui a un peu aussi des relents de protectionnisme, c'est une idée qui est un peu dans l'air du temps. Les règles du jeu ne sont pas claires, parce que les discours, effectivement, c'est globalisation, européanisation, soutien à l'industrie européenne, que ce soit dans la défense ou que ce soit dans les alliances stratégiques, mais de fait, l'intérêt national prime, et c'est ça qui n'est pas cohérent. Y compris quand deux pays, donc en l'occurrence la France et l'Italie, sont deux pays fondateurs de la communauté européenne. Fondateurs, et après, qui ont aussi beaucoup d'intérêts en commun, et beaucoup d'affaires économiques en commun, beaucoup de positions en commun aussi. Oui, beaucoup de positions politiques en commun. Oui. Donc c'est aussi ça qui était étonnant. Alors vous évoquiez la dimension politique de ce dossier, de cette décision. Guillaume, en tout cas, cette décision de nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, elle a été applaudie depuis les rangs de la droite la plus radicale à ceux de la gauche, on va dire, la moins modérée. Eh bien oui, et notamment dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des députés de la France Insoumise. Pour lui, il n'y a aucun doute, le meilleur stratège possible en économie, c'est l'État. Regardez. Nous sont passés les patrons des différents chantiers navals de ce pays et des différents investisseurs intéressés par l'économie de la mer. Donc l'État a fait son devoir et la preuve est faite une fois de plus en France que c'est l'État qui est stratège, organisateur et qui protège l'outil de production et que les grands patrons et le capitalisme est incapable de le faire. Thomas Porcher, ça sent un peu les années 80, là. Oui. L'État stratège, les patrons qui ne font pas leur travail. Je dirais même les années 50, même. Je dirais même les années 50, le gaullisme. 1950. Voilà. Alors, oui. Emmanuel Macron disait qu'il voulait faire rentrer la France dans le 21e siècle, mais on se rend compte qu'il y a des méthodes qui sont là, et quand elles sont efficaces, pourquoi s'en séparer? Et là, il a un petit peu raison, Jean-Luc Mélenchon. Il faut regarder les grandes innovations de rupture. La plupart des grosses innovations de rupture, c'est toujours l'État, en amont de la chaîne d'innovation, qui investit. Notamment Internet. Internet, il y a des milliards de dollars que les Américains ont mis. Les Américains. Les Américains, pas non, pas les Français. En particulier l'armée américaine qui a commencé voilà, l'armée Internet. américaine. Oui. Le nucléaire en France, on peut dire ce qu'on veut, mais pendant 30 ans, on a eu quand même un coût de l'énergie assez compétitif. Le nucléaire, c'est l'État stratège derrière, la volonté de développer. Enfin, dans notre bilan énergétique, on a une part du nucléaire qui est extrêmement importante parce qu'on a une vision politique. Si on faisait la même chose avec les renouvelables, aujourd'hui, les renouvelables se développeraient bien plus vite qu'avec des subventions au développement des renouvelables. Oui, ce qui montre que l'État n'a pas toujours la bonne vision. Oui, mais l'État peut prendre le risque à la place du secteur privé, et c'est ça l'avantage. Aujourd'hui, l'État, finalement, peut parfaitement prendre le risque de se tromper, alors donc porter des projets qui sont risqués, y compris par exemple dans le renouvelable, alors que le secteur privé ne peut pas faire cela. Alors comment expliquer, Christopher Dembick, que cet État stratège, omniscient, lucide et bien plus performant donc, que le secteur privé, quand il s'agit par exemple
de la SNCF. On l'a vu hier avec la gigantesque panne qui a totalement désorganisé le transport à la gare de Paris-Montparnasse. Ça marche moins bien. Tout le quart sud-ouest du pays a été bloqué à cause d'une panne qui concernait quelques kilomètres entre Antony et Paris, si je ne me trompe pas. C'est un monopole, la SNCF. Ça, c'est de l'État stratège. Pas vraiment, en fait. Tout dépend de la définition qu'on a de l'État stratège, finalement. Pour moi, la définition que j'ai de l'État stratège, c'est qu'il doit accompagner, finalement, le processus d'innovation, notamment lorsqu'on est en phase de décrochage industriel. Donc, par exemple, qu'on perd de la compétitivité. C'est le cas de la France. L'exemple américain, il est très pertinent. On parle souvent de la mondialisation, c'est le libéralisme. Mais si on regarde ce que font les États-Unis, ils protègent leurs industries. L'État américain a été, via un réseau d'agences décentralisées, le principal investisseur stratégique dans la Silicon Valley. Et ça, c'est, je pense, ce qu'essaye de répliquer à sa petite échelle Emmanuel Macron. Ça toujours avoir une forte crédibilité parce que voilà, la Silicon Valley, on ne peut pas la comparer à Saclay, la SNCF non plus. Anna Crétin, pour rester un instant sur la SNCF, l'État aussi, il est en but à des questions de rentabilité. On le voit, la SNCF ferme par exemple des lignes qui sont jugées non rentables. Oui, parce que le problème, c'est comment on gère une entreprise publique. Quels sont les objectifs d'une entreprise publique? Donc, il y a l'obligation du service, un service dont le prix doit être relativement contenu, mais aussi une obligation de rentabilité, parce que l'État est actionnaire et donc il doit aussi percevoir son retour. Oui, parce que je vous fais une petite parenthèse. Sur l'État actionnaire, il gagne 4 milliards par an à être actionnaire dans les entreprises. Ça, c'est pas à perte qu'il l'est. Ça lui rapporte énormément d'argent et même il y a un rendement qui est aujourd'hui à peu près à 10%, qui est un très bon rendement. Sur la SNCF, il faut dire les choses comme elles sont. La plupart des TGV avec lesquels on roule, c'est des innovations qui datent quand même des années 60-70, c'est la première chose. Depuis 90, l'Union européenne nous impose de libéraliser nos transports, comme nos énergies d'ailleurs, ce qui crée des gros problèmes internes, puisqu'on doit casser des monopoles. Et il y a un sous-investissement très fort depuis une dizaine d'années dans la SNCF. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes budgétaires très dures imposées par la Commission européenne. Et les économies qu'Emmanuel Macron fait, là, elles sont aussi pour rentrer dans les 3% du déficit budgétaire. Mais justement, Christopher Damick, l'État n'a plus d'argent aujourd'hui. Alors, nationaliser un nouveau secteur, est-ce que c'est vraiment pertinent? Au contraire, compte tenu de la dette, est-ce que la priorité, c'est pas plutôt de sortir? Non, je pense pas. On se focalise un peu trop sur la dette. Aujourd'hui, bien sûr, les 3%, c'est un objectif européen, il faut le respecter. Mais si on regarde finalement du point de vue des investisseurs étrangers, la France, c'est quand même un pays qui est très crédible du point de vue des investisseurs. Les investisseurs rachètent de la dette française. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de s'endetter. Mais lorsqu'on s'endette pour faire de l'investissement, de l'innovation qui aura certainement, ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a une forte probabilité qu'il y ait un impact sur l'emploi à long terme. Je crois que c'est le rôle de l'État aujourd'hui de faire ça. Et sur la SNCF, il y a aussi le rôle de réduire les déséquilibres territoriaux. Aujourd'hui, c'est bien ce qu'on voit. On parle de France périphérique en géographie, et l'État doit certainement aussi réduire la fracture territoriale qui est liée notamment au transport aussi. Alors, les nationalisations, ça date pas d'hier, si j'ose dire. Évidemment, ça nous rappelle de lointains souvenirs. Et c'est pourquoi je vous propose justement de remonter dans le temps, de prendre un peu de recul sur notre débat avec notre archive du jour. Nous allons remonter précisément 33 ans en arrière. Regardez, nous sommes en 1984. Et voilà que 3 ans à peine après avoir lancé une grande vague de nationalisation en 81, le gouvernement socialiste est contraint d'annoncer un douloureux plan de restructuration industrielle. Déjà difficile en 1982, la situation des chantiers navals s'est aggravée l'année dernière. Ils sont victimes d'un trafic maritime ralenti, de commandes plus rares, de prix de revient en hausse et d'une concurrence acharnée des chantiers de l'Extrême-Orient. Récemment regroupés en 2 grands pôles industriels, la construction navale n'a plus guère d'autre solution que de se tourner vers l'État pour qu'il soutienne son activité. Mais celui-ci a déjà donné plus de 2 milliards de francs en 1983. L'annonce d'un plan de redressement est prévue dès le début de cette année aux chantiers du Nord et de la Méditerranée. Voici seulement 1 an et demi, un plan acier prévoyait le retour en 86 à la production française de 70, soit 24 millions de tonnes, et le maintien de la compétitivité par la suppression de 12 000 emplois dans la sidérurgie. Hélas, il faut réviser d'urgence, à la baisse pour la production, 17 millions de tonnes en 83, à la hausse pour les suppressions d'emplois, sans doute 25 à 35 000. Usinor et Sassilor ont chacun perdu 5 milliards de francs l'an dernier.
Alors, Anna Créti, cet exemple de l'État français, les nationalisations des années 80, ça signifie quoi à vos yeux? Que l'État a du mal à anticiper, y compris le changement donc, de production, puisqu'il a essayé de relancer à l'époque la sidérurgie, ça n'a pas fonctionné? Disons que la palette d'activités dans lesquelles l'État est impliqué est très vaste. Donc aujourd'hui, dans une économie où tout va très vite, c'est vrai que être à la frontière des nécessités, donc des changements technologiques, est très difficile. Donc avec 1800 participations, il est clair que l'Agence des participations de l'État a du mal à avoir une vraie politique industrielle sur tout secteur. Justement, l'État, le gouvernement actuel, en tout cas, brandit la nationalisation temporaire des chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais, Caroline, derrière tout ça, pour bientôt, il y a une nouvelle vague de privatisation, en fait. Oui, parce que vous disiez que l'État est actionnaire, en tous les cas, est participant d'un certain nombre d'entreprises, 81 entreprises au total, selon l'Agence des participations de l'État. Parmi les plus connues, eh bien, il y a EDF, dont l'État possède 83%, Engie, l'ancienne GDF Suez, Thales, Airbus, Orange, Renault, Areva, Air France KLM, la Poste ou encore la SNCF. Et il est question pour l'État de céder 10 milliards d'euros aujourd'hui, d'actifs publics d'ici les prochains mois. Parmi les grosses entreprises concernées, il y aurait avant tout Aéroports de Paris, à savoir Roissy-Charles de Gaulle et Orly, dont l'État détient 50%. Je vais vous donner la parole tout de suite, Thomas Porcher. Ça rapporterait 7 milliards d'euros de céder l'aéroport de Paris à un investisseur privé aujourd'hui. Mais on ne sait pas lesquels, à part Aéroports de Paris, lesquels va céder l'État. C'est difficile de vendre des parts quand les entreprises vont mal. Et à qui, c'est une autre question aussi. C'est le cas d'EDF et d'Areva qui ne vont pas très bien. L'État va être même obligé de remettre la main au pot. Alors reste quoi? Reste Renault, Orange, la Poste, la SNCF manifestement non. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de ces 10 milliards d'euros pour un fonds, l'État, le gouvernement, le ministre de l'économie, pour un fonds pour l'innovation. Certains disent que non, ça irait plutôt pour réduire les déficits. À votre avis, Thomas Porcher? Alors, déjà, la première chose que je veux dire, c'est que ces participations rapportent 4 milliards par an, on l'a dit, le rendement de 10%. Aujourd'hui, revendre ces parts, c'est plus idiot, ce serait plus économiquement juste d'aller emprunter de l'argent avec un taux d'intérêt à long terme plus faible que de se séparer de ces participations qui nous rapportent plus. Donc on pourrait emprunter, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, ils ont parfois été plus hauts avec une dette qui était plus basse. Là, donc ce serait pour investir, c'est plus intéressant, M. Dembic l'a bien expliqué, d'emprunter pour investir cet argent qui est peu cher plutôt que de vendre des participations qui nous rapportent tous les ans. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'exemple des aéroports est très bon. On a privatisé les autoroutes récemment. C'était de l'argent, c'était quelque chose de public qui rapportait de l'argent et qui coûtait peu cher aux consommateurs. Une quinzaine d'années. Voilà. Aujourd'hui, ça coûte plus cher aux consommateurs et ça rapporte de l'argent au secteur privé. Donc si vous trouvez que c'était très bien la privatisation des autoroutes, allons-y pour privatiser les aéroports. C'est en monopole, l'aéroport de Paris. C'est une cash machine énorme. On va donner ça au secteur privé qui risque d'augmenter les tarifications des parkings, etc. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut dire. Oui, allez-y. Oui, mais en même temps, Anna Créti, si l'État reste partout, est-ce que ça ne ralentit pas la restructuration des entreprises? Est-ce que ce n'est pas un contresens d'un État qui est forcément conservateur et qui, pour sauver l'emploi, ne refuse les évolutions C'était un peu la position que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a encore un rôle à jouer, même dans un monde où il y a de la concurrence, où on a la libéralisation, mais l'État ne doit pas être un grand PDG. Il n'a jamais été très efficace. Il y a des études qui montrent justement la différence en termes d'efficacité entre les entreprises privées et les entreprises publiques. Donc le rôle de l'État serait surtout celui que j'appelle de facilitateur. Vous êtes d'accord avec la typologie de Thomas Porcher? Si c'est en monopole, on garde. En revanche, si c'est un secteur compétitif, là, l'État peut vendre? Ah non, on ne veut pas avoir les dogmes du monopole. Tout dépend des conditions du secteur, des opportunités d'investissement du secteur, aussi des questions technologiques qui doivent être affrontées. Il n'y a pas une recette miracle ou une typologie miracle qui fonctionne tout le temps. Là, on est d'accord, mais je tiendrai juste à dire un petit élément. Je suis désolé. Là, on a mis 80 millions dans les chantiers de Saint-Nazaire. Très bien, 80 millions, ça paraît énorme. Les Américains, dans Tesla Motors, pas beaucoup par rapport à la totalité des investissements. Les Américains, ils voient que Tesla fonctionne bien et les entreprises de Elon Musk fonctionnent bien. Ils ont donné 4,9 milliards de l'argent public parce que c'est des secteurs d'avenir. Donc vous voyez, l'État, il peut être intéressant. Mais pour avoir un État stratège, il faut avoir un stratège dans l'État. Ça, c'est une vraie question. Caroline ?
À quoi doit servir cet argent? Que doit faire l'État aujourd'hui? Je pense qu'il peut servir notamment en termes d'innovation, ça peut être un élément intéressant. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi la nécessité de donner des gages aux investisseurs. On a un gouvernement qui est pro-européen, qui est un peu libéral, donc on va aussi donner des gages aux investisseurs étrangers, on va privatiser. Dans le même temps, cet argent, elle peut être utilisé effectivement en termes d'innovation. En France, on a un vrai potentiel en termes d'innovation. On a 71 pôles technologiques qui ne fonctionnent pas très bien, donc il y a des choses à restructurer à cet égard. Mais en tout cas, on a le crédit d'impôt recherche que nous envie tout le monde, qui nous permet justement jusqu'à 30% des dépenses être remboursées, 30% des dépenses en recherche peuvent être remboursées à hauteur de 100 millions. Donc on a un bon outil. Ça peut permettre dans l'innovation, mais il faudra voir quelle est la stratégie, quels sont les secteurs notamment à privilégier. Merci Christophe. Toute petite question, Anna Créti. Toute dernière question d'un mot. Demain, le ministre de l'économie français Bruno Le Maire va à Rome pour essayer donc de faire avaler cette décision au gouvernement italien. Qu'est-ce qui va se passer? Les Italiens vont le racheter? Est-ce que les Italiens vont nationaliser? Il y a un problème de digestion encore, donc il ne va pas avoir la tâche facile. On regardera, on verra si la légendaire hospitalité italienne fait une exception. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Et dans un instant, l'émission continue. Thibaut Sardier, notre courageux explorateur, va se lancer sur la piste de loup pyromane. Puis le facétieux Victor de Quiver nous emportera dans le